C'est bon. Bonjour, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du Pharmagroupe. Poursuivant ce long plaidoyer en faveur de l'élargissement de la pratique pharmaceutique dans notre pays, nous recevions une fois précédente le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Nous avons la chance de recevoir cette fois-ci le président de l'association québécoise des pharmaciens propriétaires, qui est une organisation syndicale, avec nous donc pour parler de cette thématique. Jean Tifo, merci Jean Tifo d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes donc pharmacien et vous avez été élu donc président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires depuis 2016 pour un mandat de... 2012. Depuis 2012, oui. D'accord. Et vous avez été réélu depuis 2016, hein, voilà, pour un mandat de 2 ans. Ce sont des mandats de 2 ans, si je ne me trompe pas. Ce sont maintenant Voilà. des mandats de 2 ans et j'ai débuté en 2012. D'accord, 2012. très bien. Ça fait déjà Donc ça compte. 6 ans. Donc, récemment, il y a un sondage CROP qui révélait un taux de satisfaction à l'égard des services offerts par les pharmaciens de près de 95%. C'est un sondage qui avait été commandité par votre organisation, la QPP. C'est un élément très important donc, qui vient conforter la nécessité de cet élargissement pharmaceutique, qui vient conforter ce que vous avez mis en place au Québec, avec en l'occurrence la loi 41. Et ce sondage classait en 4e position les pharmaciens en termes de, au sein des professionnels québécois, en degré de confiance sur l'ensemble des professionnels. Les premiers étaient les pompiers, ensuite il y avait les ambulanciers, enfin les infirmières. Donc c'est certainement un résultat très positif du travail que vous avez engagé. Vous avez également, si je dis bien, déclaré que l'industrie est nécessaire, mais elle ne pourra se réaliser sans la collaboration des structures clés de la pharmacie communautaire. Et vous ajoutiez un élément très important, c'est ensemble que des pistes de solutions à travers un consensus peuvent être élaborées afin de régler des enjeux complexes du secteur. En l'occurrence, c'est un secteur qui touche plus les patients et leur accès aux services pharmaceutiques. C'est donc un ensemble d'éléments très positifs et c'est à ce propos que nous souhaiterions donc vous entretenir sur la question. Donc tout de suite, nous abordons la première question. Pouvez-vous décrire le contexte économique de la pharmacie québécoise lorsque les revenus des pharmaciens propriétaires étaient basés uniquement sur les prix des médicaments, donc avant 1978? Quel était le contexte financier, j'allais dire, lorsque le revenu des pharmaciens propriétaires était basé uniquement sur une opération de transaction commerciale, achat-vente? Oui. Ben, à l'époque, il faut dire que la pratique de la pharmacie était beaucoup plus simple que maintenant. Effectivement, le pharmacien à l'époque avait plutôt un rôle de commerçant, donc très peu de contacts, plutôt très peu d'interventions professionnelles. Donc, c'était assez facile de justifier une rémunération uniquement sur le prix de vente du médicament. Depuis, par contre, on le sait, l'industrie a changé, les attentes des patients ont changé, la science a évolué. Et là, on se retrouve dans une situation où le système de santé peine à remplir tous ses besoins et les pharmaciens ne sont pas payés pour ce qui est attendu d'eux, ce que l'ordre professionnel attend d'eux. Donc, malheureusement, aujourd'hui encore, on est principalement rémunéré sur la vente de médicaments. Donc, même s'il y a eu des ajouts de nouvelles activités, je vous dirais que la très, très, très grande majorité de nos revenus viennent de la vente de médicaments. Ici, par contre, il n'y a pas de différence entre les honoraires et la marge de profit. Donc, nous, c'est tout amalgamé. Là, donc, c'est une petite nuance à faire avec d'autres modèles. Mais je vous dirais que la situation, on travaille très fort à la faire évoluer vers un modèle hybride où on est payé autant pour la vente que pour les services. Parfois,
sans être associé à un médicament. D'accord. Il est connu que les changements apportés dans les habitudes des professionnels mettent en place des résistances. Donc, quelle a été la stratégie développée par votre organisation, la QPP, pour convaincre les pharmaciens propriétaires de la mise en place de prestations rémunérées? En fait, il y avait un consensus dans la profession, autant chez les pharmaciens propriétaires que les pharmaciens salariés, sur le besoin des nouvelles activités, parce que il fallait officialiser le cadre professionnel des nouvelles activités. Et la deuxième étape, c'est de les faire payer, les faire rémunérer par le gouvernement. Il n'y avait pas de résistance sur le fait de faire les activités ou pas. Il y a eu, par contre, ça a été une fois qu'on a eu le droit de pratiquer ces activités-là et qu'on a une négociation, ça a été assez long avant que les pharmaciens fassent les nouveaux actes. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs raisons derrière ça. La principale étant le manque de confiance professionnelle des pharmaciens, autant salariés que propriétaires. Le pharmacien devenait un prescripteur, prenait la responsabilité du traitement, et ça a pris une certaine période avant que les pharmaciens s'habituent à ça. Il y a eu d'autres facteurs aussi. Il a fallu expliquer à la population ce que faisait le pharmacien. Là. Je veux dire, les gens ne savaient pas que le pharmacien pouvait offrir ces services-là. Parce que le gouvernement n'avait pas publicisé ces nouvelles activités-là. Donc, la résistance, elle n'était pas sur le fait de changer, d'ouvrir les activités professionnelles du pharmacien, mais c'était surtout sur le changement de l'organisation du travail, la responsabilité professionnelle. Donc, il a fallu travailler beaucoup ça envers les membres. Et là, maintenant, aujourd'hui, ça va bien. Une fois que les pharmaciens ont fait quelques-unes, qui ont represcrit, qui ont prolongé la thérapie du patient, ben là, il y a un niveau de confort qui s'est installé. Et là, on en voit de plus en plus d'activités professionnelles faites par les pharmaciens en pharmacie. D'accord. Il y a certainement une stratégie qui avait été mise en place. Pourriez-vous mise en place également pour convaincre les pouvoirs publics de la nécessité de la mise en place de ces pratiques? Quelle a été cette stratégie? En fait, il y a deux niveaux à ça. Sur la pertinence, sur le changement de loi, le changement réglementaire qui était nécessaire pour permettre aux pharmaciens de poser ces actes-là. Ça, c'est l'Ordre des pharmaciens qui a fait ces démarches-là. J'étais à l'époque à l'Ordre des pharmaciens, j'avais participé à ça. Ça a été compliqué parce qu'il fallait convaincre les fédérations médicales, les ordres professionnels. Il y a des choses qui se faisaient ailleurs, il y a des choses qui étaient nouvelles, donc il a fallu discuter pendant longtemps. Nous sommes intervenus au niveau de la rémunération de ces activités-là. Donc, il a fallu effectivement convaincre les décideurs publics de la pertinence de ces activités-là, autant cliniquement qu'économiquement. Donc, au Québec, on a une situation difficile au niveau économique sur le système de santé. Il y a beaucoup de pression. Et avant d'investir des sommes pour rémunérer les pharmaciens, le gouvernement voulait s'assurer quel allait être le retour pour le gouvernement au niveau du système de santé. Donc, il a fallu beaucoup démontrer la pertinence à court terme, à moyen terme, à long terme des activités des pharmaciens, comment on pouvait sauver des coûts ailleurs dans le système de santé. Un patient qui est pris en charge à la pharmacie n'aura pas à consulter au service d'urgence. Donc, il a fallu... Ça a été très difficile parce qu'ici, on a des ministres de la Santé qui sont médecins depuis 15 ans déjà. Et ça fait que, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il y a une vision très médicale du système de santé, très hospitalo-centriste. Et le pharmacien est toujours en orbite autour de ça, sans être une partie prenante au niveau des intentions du gouvernement. Mais sauf que pour le patient, c'est son premier point de contact avec le système de santé. Donc, il y avait une incohérence entre les deux, entre l'organisation du système et les besoins du système. Et donc, ça a été notre principal défi de convaincre le gouvernement de l'importance des nouvelles activités des pharmaciens parce que les gens ne savent pas ce que fait le pharmacien au jour le jour. Hein? Ils ne connaissent pas ce que peut faire le pharmacien puis ce qu'il fait en réalité tous les jours. Effectivement, vous avez raison d'évoquer cette problématique. Hein, les dirigeants, des responsables du secteur qui ont cette vision centrée sur les aspects médicaux.
et ça a généré, dans l'élargissement de ces pratiques, avec l'acte pharmaceutique en Suisse, les organisations de praticiens, hein, de prescripteurs, de médecins, ont constitué un obstacle à la mise en place de l'acte pharmaceutique, bon, et de la RBP, la rémunération basée sur les prestations en Suisse au début des années 2000. Donc la question, en plus des pouvoirs publics et leur vision, avez-vous rencontré des problèmes similaires aux Suisses, à ceux des Suisses, avec les médecins qui revendiquaient un petit peu un droit de dispenser des médicaments? Oui. Oui, effectivement, je pense que c'est une réalité. Ça a retardé beaucoup l'entrée en vigueur de ce service-là. Les craintes étaient cliniques, étaient syndicales aussi, économiques. Hein. On sait que ce sont des syndicats aussi de représentants. Au niveau clinique, il a fallu comprendre comment pense le médecin. Hein. Je veux dire, la question du diagnostic est très importante. Ça, c'est une chasse gardée du médecin. On fait beaucoup de sémantique sur quelles sont les limites du pharmacien, puis est-ce qu'on regarde les signaux d'alarme, est-ce qu'on fait du diagnostic, est-ce qu'on fait de la surveillance, est-ce qu'on fait de l'évaluation? Il y a eu beaucoup de débats un peu sémantiques, mais toujours est-il qu'il faut quand même bien délimiter les rôles, ce que fait chacun des professionnels, ce que fait pas aussi chacun des professionnels. Mais je veux dire qu'un médecin, ça pense souvent à comment une situation peut dégénérer. Donc souvent, pour une condition simple, on nous présentait toujours des anecdotes d'un cas d'une situation bénigne qui se transforme en cancer. Donc ça, il a fallu désamorcer, voir ce qui se faisait ailleurs. Et ça, on a pu le faire de façon ouverte. Puis on est arrivé avec un projet d'entente, mais il y a eu aussi beaucoup de pression plus par derrière, insidieuse, là, pour limiter un peu ce qui avait été négocié. Un des exemples, je vous dirais, c'est la vaccination. Dans la première mouture de la loi 41, qui permet aux pharmaciens de faire les nouvelles activités, il y avait l'immunisation, la vaccination. Et quand le projet est sorti sous forme de règlement, ça avait été enlevé, probablement parce qu'il y avait eu des pressions des groupements de médecins. Mais ce que ça nous a fait comprendre, c'est qu'on a l'obligation d'engager un dialogue avec eux. Et depuis quelques années, c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est qu'on a besoin de travailler ensemble et de travailler sur le parcours de soins du patient, puis pas juste de penser en silo médecin, silo pharmacien, silo infirmière, mais plutôt de voir quel serait le meilleur parcours pour le patient pour une telle situation clinique. Parfois, c'est le médecin, souvent, c'est le pharmacien, parfois, c'est l'infirmière. Ce qu'on dit, c'est qu'on souhaite le bon professionnel au bon moment pour le bon acte, au bon prix pour l'État aussi. Donc, et ça a l'air d'une évidence, mais ça commence à faire son chemin. Et là, on peut dire qu'on a des bonnes relations avec les fédérations médicales, mais ce sont des gens qui sont puissants et qui... parfois, volontairement ou involontairement, ralentissent l'évolution des choses. Un autre exemple, je vous dirais, c'est que on peut prendre en charge des patients qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, faire des ajustements de médicaments, à une condition, c'est que le médecin nous donne les cibles thérapeutiques. Donc, ils nous disent, vous pouvez suivre mon patient pour l'hypertension, et sa tension artérielle doit être entre temps et temps. Mais il y a eu un mot d'ordre d'une fédération médicale de ne pas donner ces cibles-là. Donc, donc, si on n'a pas ça, on ne peut pas faire les nouvelles activités. Donc, c'est un exemple, des fois, d'intervention qui freine les nouvelles activités. Donc, c'est un travail en continu avec ces gens, avec les fédérations médicales. Bertrand Bolduc, je reviens encore vers lui, hein, qui disait lors de notre entretien que ces nouvelles pratiques qui avaient été mises en place par les pharmaciens, parce que je lui avais posé la question en lien avec les revenus, l'impact économique pour le pharmacien, et puis il avait répondu que c'était plus un impact pour maintenir le monopole, je dirais, de la dispensation des médicaments. Alors, il y a une petite anecdote, enfin une anecdote, un fait quand même assez sévère qui est survenu dans notre pays, encore récent, hein, ça fait quelques jours à peine. Les élus sont en train de travailler sur la nouvelle loi sanitaire. Dans cette nouvelle loi sanitaire, ils ont remis en cause un article
où ils ont amendé une partie d'un article qui maintenait le monopole de la dispensation pour les pharmaciens. Bien évidemment, ça a soulevé un tollé au sein de la profession. Et donc, moi, j'aimerais introduire cette question par rapport à ces nouvelles pratiques et leur aspect économique, leur retombée économique pour les pharmaciens. Quelle a été l'évaluation des revenus du pharmacien propriétaire entre les parts en pourcentage obtenues sur les ventes de médicaments et celles qui étaient obtenues sur les prestations. Et les ristournes, est-ce qu'elles sont certainement plafonnées et bien sûr les services liés aux honoraires. Oui. Ben, écoutez, les services, les nouveaux services en pharmacie, ça fait 2 ans et quelques à peu près, on ne peut pas dire qu'ils ont eu un impact significatif sur la rentabilité des pharmacies. Parce que c'était des actes que les pharmaciens faisaient déjà sans être rémunérés donc, et c'est encore assez marginal par rapport au volume de vente de prescriptions. Donc, on parle de 1 ou 2 seulement du chiffre d'affaires d'une pharmacie vient de services professionnels qui ne sont pas reliés à un médicament. Donc, c'est pas, on est encore loin de dire que ça représente la majorité de nos revenus. Dans notre modèle de rémunération qu'on est en train de négocier présentement, on veut mettre les pierres d'assises d'un modèle qui permettrait justement aux pharmaciens d'être moins payés pour la vente de médicaments, mais de transférer ces sommes-là vers des services à valeur ajoutée pour le payeur. Donc, les nouvelles activités, elles ont été bonnes pour l'avancement de la pratique, mais économiquement, on ne peut pas dire que c'est encore rentable. C'est encore, comme je vous dis, c'est 1 ou 2 On souhaite atteindre 25 là, je vous dirais, dans plusieurs années. C'est un objectif qui est très ambitieux. Ça demande un gros changement de la pratique au niveau des pharmaciens, au changement des opérations d'un laboratoire, parce que au Québec, les pharmacies font beaucoup de prescriptions par jour. Les volumes de prescriptions sont assez grands, et on fonctionne de façon assez efficiente au niveau du processus. Donc, l'intégration des activités cliniques est venue perturber un peu l'efficience du service en pharmacie. Donc ça, il faut changer ça pour être capable d'en faire plus. Il faut libérer le pharmacien aussi. Le pharmacien fait encore beaucoup de vérifications un peu techniques. On essaie de le dégager pour lui faire plus de cliniques. Donc, il faut changer un peu les façons de faire. Mais au niveau de ce qu'on voit, par contre, vous parliez des ristournes, tout ça, le modèle économique a changé beaucoup. Les prix des médicaments génériques ont baissé significativement avec les années. Donc, il y a une pression qui se fait sentir chez les pharmaciens d'aller chercher d'autres revenus. Les pharmaciens ont été confortables très, très, très longtemps, ont très bien gagné leur vie. Ils ne voyaient pas nécessairement l'urgence de changer les pratiques, de se compliquer la vie avec plus d'interventions cliniques, là. Donc là, on voit qu'on arrive au bout du modèle économique actuel, puis qu'il faut en faire rentrer des nouvelles sources de revenus, puis ça va venir avec les nouvelles activités cliniques. Donc, il y a un consensus dans la profession pour ça. Qui est un problème mondial, je dirais, qui est soulevé par notre pays. Oui. Tout à fait, c'est un problème mondial. Oui. Vous aviez, votre association avait commandé en 2015 une étude qui indiquait que le quart des pharmacies du Québec se retrouveront dans un statut précaire si le gouvernement diminue les honoraires. Quels ont été les résultats de ces négociations? Je suppose que ce sont celles auxquelles vous faisiez allusion à l'instant, les négociations qui sont difficiles. Oui. Non, écoutez, on est rendu ailleurs. À l'époque, on avait un nouveau ministre de la Santé qui était médecin spécialiste, qui ne voyait pas la pertinence des pharmaciens et qui avait décidé de couper les honoraires des pharmaciens d'à peu près 30 comme ça, c'était l'amorce de la négociation et sous la menace de sanctions ultérieures. Donc, c'est à l'époque qu'on avait fait un sondage qui démontrait que les pharmaciens, si ces coupes-là allaient de l'avant, c'était la fin pour une très, très grande majorité d'entre eux. Donc, ça nous a obligés à négocier une espèce d'entente intérimaire, ce qui a été fait avec le gouvernement. On a accepté
de couper les honoraires temporairement sur 3 ans, d'à peu près 10-12 en échange d'un déplafonnement des allocations professionnelles, des ristournes, des compagnies génériques, qui étaient limitées à 15 Donc, temporairement, on enlevait le plafond. Malheureusement, le ministre de la Santé, étant un coquin, n'a pas respecté sa partie de l'engagement. Nous avions commencé à payer et sans avoir le déplafonnement des allocations professionnelles. Donc, nous avons dû poursuivre le ministre en exercice et finalement, nous sommes arrivés, avant d'aller au tribunal, à une entente. Donc ça leur est, pour revenir à la situation initiale, plus de coupure, puis ça, c'était l'année passée, il y a 2 ans, 2016. Là, aujourd'hui, ce qu'on négocie, c'est vraiment des choses plus positives. C'est vraiment un changement complet du modèle de rémunération et payer le pharmacien pour faire de la pharmacie plutôt que pour vendre des médicaments. Donc, ce n'est pas la même négociation. Je vous dirais que depuis le sondage que vous mentionniez, il y a eu un tournant important qui a été pris, là, qui a été fait. D'accord. Un changement positif. Alors, on revient encore sur les compétences nécessaires pour la réalisation de ces missions. Bien que vous le disiez tout à l'heure, hein, les pharmaciens faisaient déjà le travail, peut-être non formalisé, c'était peut-être un travail qui se faisait automatiquement. Et donc, comme ça se fait un peu partout, on voit la mise en place de formations adaptées, adéquates, qui répondent donc à un cahier des charges pour réaliser ces nouvelles pratiques. Donc, comment est organisée la formation réglementaire obligatoire pour les pharmaciens qui souhaitent donc ajuster l'ordonnance d'un médecin ou substituer un médicament en cas de rupture, voire prescrire des médicaments dans certaines conditions mineures, etc., telles que prévues par la loi 41. Ben, écoutez, encore une fois, sous deux angles, sous l'angle de la validation de la formation et sous l'angle de son financement. Oui, effectivement. Écoutez, nous, les nouvelles activités, ça avait été négocié par l'Ordre des pharmaciens et les formations qui ont été faites, elles n'étaient pas du tout au niveau clinique. Hein, donc, parce que les pharmaciens avaient déjà toutes les compétences pour faire ce que les nouvelles activités leur permettaient. C'est juste que ça les officialisait. Donc, la réglementation, elle a vraiment été faite uniquement au niveau réglementaire. Et cette formation-là, elle était obligatoire à l'époque et elle avait été organisée par l'Ordre des pharmaciens. Donc, est financée par les frais d'inscription. Il y avait des frais de mémoire là, à cette formation-là. Nous, on a fait des formations plus pour soutenir les pharmaciens dans l'implantation de ces services-là en pharmacie. Là. Donc, comment comment changer l'organisation du travail, comment rendre l'efficience, des outils de référence aussi pour faciliter le travail du pharmacien. On a travaillé avec les développeurs de logiciels pour donner des outils pour informatiser le processus des nouvelles activités comme tel. Et on a fait de la publicité à la population pour être certain qu'il y ait de la demande pour le service. Parce que les pharmaciens, comme je vous dis, au niveau de la formation, n'avaient pas besoin de leur expliquer cliniquement comment traiter un feu sauvage, donc ça, c'est vraiment plus un support opérationnel à ces activités cliniques. Mais encore là, les gens étaient ouverts, on n'a pas eu à convaincre les pharmaciens. On a juste eu à les supporter dans cette démarche-là, les aider à prendre confiance professionnellement, à devenir prescripteurs. Et c'est un changement de paradigme important, ça, pour le pharmacien, d'être le responsable prescripteur de la prescription. Donc ça a été long un petit peu, mais on a mis beaucoup d'énergie. On a fait des webinaires sous forme... On a fait des conférences en personne, mais souvent par webinaire aussi. Donc, des feuillets, des outils. Donc, ça a été plusieurs, des interventions, un support sous différentes formes qu'on a offert aux membres. Alors j'ai 2 éléments qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est celui que votre organisation, hein, la QPP, a lancé en 2017, hein, en lien avec l'évaluation des prestations, des pratiques qui ont été réalisées par les pharmaciens. C'est un travail quand même assez important et comme tout projet hein, qui nécessite une évaluation. Je suppose qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les premiers résultats.
Il n'y a pas encore de résultats. On a pris la chance de demander à des organismes universitaires de faire l'évaluation. Alors, Malheureusement, je précise pour nos auditeurs que, justement, pour ces organismes universitaires, il y a HEC, hein, sont les autres études commerciales, et il y a le centre de recherche du CHU Montréal, je suppose, et le CEFRO, qui est le centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Donc, il y a un ensemble de véritables professionnels issus d'institutions publiques, privées. L'idée, en fait, c'était de s'assurer que, parce que nous, si nous faisions l'étude nous-mêmes, ben, les résultats, évidemment, seraient toujours reçus avec une vision de manque d'objectivité. Voilà. Donc, on a donné la responsabilité à ces organismes-là de faire un protocole de recherche scientifique validé avec un comité d'éthique et tout ça. Et par contre, on ne contrôle pas la diffusion des résultats. Donc, tous les résultats sont... La période de collecte de données, elle est terminée. Et on attend les résultats, mais les premiers... les résultats préliminaires démontrent vraiment un impact significatif des conseils du pharmacien. Donc, quand le client se présente en pharmacie pour un problème de santé mineur, on a la preuve, je pense bien que c'est ça ce que ça va démontrer, cette étude-là, c'est qu'on sauve des coûts ailleurs au système de santé et que le pharmacien est vraiment la porte d'entrée du système de santé. La première ligne de soins, c'est en pharmacie. Donc ça, on attend les résultats impatiemment, puis ça va nous aider aussi dans nos négociations pour dire aux décideurs, faites une place aux pharmaciens. La population attend ces services-là. Vous parliez des sondages qui sont toujours très bons pour les pharmaciens. La population a besoin, n'a pas accès aux médecins pour les services de première ligne. Donc, c'est rentable économiquement et ça fait du sens cliniquement d'ouvrir le système de santé aux pharmaciens, de rembourser les pharmaciens pour leurs interventions. Et ça fait partie aussi de notre volonté aussi de démutualiser nos honoraires. Parce que présentement, on est payé à vendre une prescription et dans cet honoraire-là, tous les services que fait le pharmacien sont mutualisés. Donc, c'est un prix fourre-tout. Donc, nous, on a pris le risque de dire, on va analyser tout ce que fait le pharmacien, puis on va essayer de lui donner une valeur, puis on va démutualiser. On va payer pour ce que le pharmacien fait qui a une valeur ajoutée pour le patient, plutôt qu'un prix fourre-tout qui va tout comprendre des activités. Donc, si on veut faire avancer la pratique, on s'est dit, on va payer, par exemple, si un patient sort de l'hôpital et que le pharmacien a besoin de s'asseoir 15-20 minutes avec lui pour faire le ménage, bien, on va le payer pour ça, plutôt que insinuer que ça fait partie de la rémunération qui vient avec chacun des médicaments. Donc, on va moins payer la vente, on va payer chacun des services qui vient avec ça. Puis on va leur démontrer au gouvernement qu'il y a une valeur pour eux d'investir dans ça, puis un retour sur l'investissement aussi. C'est notre objectif. C'est ambitieux, mais la discussion s'amorce bien, puis ce débat-là de payer vraiment les activités à valeur ajoutée du pharmacien, autre que la vente, ben, c'est un débat dans lequel on est présentement puis qui évolue bien. D'accord. Écoutez, je vous confirme qu'effectivement que c'est vraiment un projet ambitieux. Je vous souhaite d'ailleurs de réussir et d'avoir les résultats escomptés. Et au départ, un petit peu ce qui avait un petit peu alimenté ce chapitre-là, c'était le livre blanc que vous aviez élaboré en 2016, hein, un livre blanc dont j'ai survolé très passionnant, hein, avec l'ensemble des enjeux qui étaient soulevés, avec les mesures qui étaient discutées avec les divers acteurs, avec les divers acteurs, avec l'identification de ces acteurs et leur sphère, comme la sphère gouvernementale, la sphère opérationnelle dans laquelle il y a non seulement les fabricants, mais également les distributeurs, la sphère économique avec donc les financeurs, en l'occurrence les assurances privées, le régime de l'assurance maladie, et bien sûr la sphère professionnelle avec l'ensemble des organisations professionnelles. C'est vraiment un document assez complet. L'objectif de ça, vous l'avez dit, c'est que c'est complexe, l'industrie de la pharmacie, puis ça touche plusieurs secteurs. Et quand on a eu notre différend avec le ministre de la Santé, ça s'est fait à travers les journaux, tout ça, on trouvait toujours compliqué d'expliquer c'est quoi la pharmacie, qu'est-ce que fait le pharmacien, dans quel contexte économique.
Et les gens n'avaient pas une bonne lecture de l'environnement de la pharmacie. Donc, on s'est dit, on va tout mettre ça dans un seul document. On va faire l'éducation des preneurs de décision, de l'opinion publique, des journalistes économiques, des journalistes en santé. Donc, c'est la première fois qu'on était dans un seul document la réalité du pharmacien en 2016 à l'époque. Voici ce qu'elle est. Et ça nous a beaucoup servi d'outil pédagogique. Et ça, je pense que c'est un message important parce que on s'imagine, parce qu'on baigne dedans tous les jours, que tout le monde comprend bien notre environnement, mais c'est un environnement vraiment compliqué. Il y a le chapeau professionnel de la santé, le chapeau entrepreneur, les relations avec les compagnies novatrices, comme compagnies de médicaments génériques, les assureurs. Il y a des tonnes d'interactions. Et comme tout le monde est intégré, quand il y a un problème avec un intervenant, c'est toute la chaîne qui en souffre. Donc, on a mis beaucoup d'énergie justement de créer un outil pédagogique. Et ça nous a servi par la suite pour expliquer c'est quoi la réalité de la pharmacie. D'accord. Nous arrivons au terme de notre émission. Jean Tifo, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait l'amabilité de répondre à nos questions et d'avoir fait cette e-inclusion chez vous à travers l'outil électronique. Donc, en votre nom, au nom de l'ensemble de la communauté pharmaceutique algérienne, je vous remercie encore une fois. Et quant à nos amis auditeurs, je leur donne rendez-vous à un prochain numéro. Merci.